Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Districtement Habitat, qui est un rendez-vous 100% virtuel, 100% habitation, qui a été produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain, présenté par Duproprio et en collaboration avec Desjardins Assurance. Aujourd'hui, on va parler de l'achat d'un condo en 2020, comment s'y retrouver. Aujourd'hui, on va parler de l'achat d'un condo en 2020, comment on s'y retrouve. J'ai l'honneur de co-animer cette émission avec Laurent Hermery, qui est directeur général du RGCQ. Laurent, c'est quoi le RGCQ? Le RGCQ, tout d'abord, c'est le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Ça, je pense que c'est important de le nommer. Donc, le regroupement, c'est la plus grosse association actuellement dans le domaine de la copropriété au Québec. Donc, on a plusieurs missions. Tout d'abord, accompagner les copropriétaires, administrateurs de copropriété et gestionnaires dans ce qu'on appellerait la gestion courante de leur immeuble, améliorer la qualité du bâtiment aussi à ce niveau-là et faire de la formation, de l'information, de la vulgarisation également juridique avec certains de nos partenaires juridiques autour du regroupement. Je te remercie, Laurent. Tu vas être en mesure de nous parler de la gestion des copropriétaires. Absolument. On a avec nous également M. Yves Jolicoeur, qui est secrétaire général et avocat émérite. Bonjour, M. Jolicoeur. Ça fait plaisir. Ça va être intéressant d'avoir le topo de M. Jolicoeur concernant tout l'aspect légal de la gestion de la copropriété. Puis on a également Vincent Gaudreau. Je ne vais pas me tromper. Donc, il est courtier en assurance de dommages, vice-président chez Gaudreau Assurance. Bonjour. Merci d'être avec nous autres. Merci. Donc, on va avoir certainement à discuter d'assurance parce que les gens se questionnent sur tout ce volet assurance, que ce soit les parties privatives, les parties communes. Donc, on va y revenir tantôt. Tu commencer, Laurent, avec... Absolument. Mais peut-être, si on veut, Martin, juste expliquer la raison du choix de nos deux invités. Bon, tout d'abord, M. Jolicoeur, avocat émérite, secrétaire général et fondateur du regroupement. M. Jolicoeur, expert en copropriété depuis des années. On le voit souvent à la télé, on le voit dans les formations, on le voit un peu partout. Deux grosses réformes en copropriété dans les dernières années. Bien entendu, la dernière réforme, qui est le projet de loi 16, qui est passablement très, très juridique. Donc, M. Jolicoeur va être là pour nous aider là-dedans. Et Vincent Gaudreau, expert en assurance copropriété également. Donc, ça, c'est la deuxième réforme qu'on entend peut-être un peu moins parler, mais on a eu une réforme aussi du projet de loi 141, donc qui est un projet de loi qui venait modifier un peu toute l'assurance en copropriété. Donc, on en entend parler beaucoup, on le voit dans les médias, mais Jolicoeur en parle beaucoup. La copropriété, c'est un mode de vie qui peut parfois paraître complexe de par sa structure juridique. On va être aujourd'hui, l'objectif de la rencontre, c'est de démystifier un peu tous ces changements-là, puis d'essayer de clarifier quels sont ces changements, puis quel impact ils vont avoir directement sur les copropriétaires. Tout à fait. Parce que la copropriété, au-delà de sa complexité, ça reste un mode d'habitation que j'appellerais d'avenir, surtout dans les grands centres, Montréal, Québec, en Outaouais également, de par la possibilité de faire de la densification. Donc, on le sait, bon, il y a des cottages, il y a des bungalows sur l'île de Montréal, mais il y en a de moins en moins de terrains accessibles. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est bâtir en hauteur pour permettre de loger plus de gens dans les grands centres. Voilà. Bon, bien, c'est intéressant. Bon, on peut tout de suite passer à M. Jolicoeur, ensuite à M. Gaudreau, parce qu'on vient de parler justement de cette réforme de la loi là, sur la copropriété. Ça peut générer pas des inquiétudes, mais du moins des questionnements chez les gens qui sont copropriétaires ou qui aspirent à devenir propriétaires d'une copropriété, que ce soit divise ou indivise. Donc peut-être que M. Jolicoeur, vous pouvez au moins nous dire là, les grandes lignes en fait, de cette réforme-là pour que les gens soient un peu plus connaissants et s'y retrouvent davantage. En fait, les grandes lignes, c'est que le législateur a voulu sécuriser les acheteurs pour leur permettre, somme toute, de comprendre ce qu'ils sont en train d'acheter. Okay. Lorsqu'on achète une maison, c'est assez facile. En fait, c'est plus facile d'évaluer les risques associés. On fait inspecter la toiture, on regarde les fondations. Mais quand vous achetez dans un immeuble de 200 unités, oubliez ça, faire inspecter la totalité du bâtiment, c'est mission impossible. Donc, la ministre Laforêt, c'était un peu son intention, c'était justement de dire aux Québécois, quand vous allez acheter en copropriété, dorénavant, l'intention de Québec, c'est de vous donner un degré de sécurité et surtout de savoir ce que vous êtes en train d'acheter. Parce que malheureusement, oui, c'est vrai, on a souvent entendu parler des gens, j'ai acheté un condo, puis 2 mois après, j'ai reçu une cotisation spéciale. Ça, c'était pas prévu dans mon budget.
Puis ça, ça va être justement là, au syndicat de copropriété là, de fournir le nécessaire aux acheteurs pour qu'ils s'y retrouvent là, sur... c'est pas ces surprises-là, mais ce qui est à venir. Oui, en fait, les gens se plaignaient bien souvent avant, me disaient, écoutez, on est en déficit d'information. On apprend ce qui est notre copropriété, mais après avoir acheté. Et si on avait su, on n'aurait pas payé ce prix-là, ou encore on serait allé acheter ailleurs. Puis c'est très difficile pour un acheteur qui arrive dans un complexe avec beaucoup de gens, de savoir exactement dans quoi il s'embarque. Y a-tu le droit, dans le fond, d'habiter le logement pour y loger son bureau? Il y a beaucoup de vérifications en amont à faire. Et justement, l'intention du législateur, c'est de dire, écoutez, l'acheteur, il va recevoir du syndicat, de cette personne morale, l'information utile pour qu'il puisse prendre sa décision de façon éclairée. C'est ça l'objectif de la loi. Puis là, on parle de la Convention des copropriétaires, en fait, le mode de vie, le code de vie là, que les gens auquel les gens doivent se conformer quand ils achètent un condo. C'est évident, parce que quand on achète un condo, on n'est pas seul. Quand on achète une maison, on est seul avec soi-même. Lorsqu'on achète un condo, on adhère à un contrat qui s'appelle une déclaration de copropriété et qui est un document à peu près d'une centaine de pages. Hein. Puis là, les gens se disent, écoutons, qu'est-ce que je peux ou ne pas faire? Évidemment, il y a un exercice qui existe depuis toujours, c'est de regarder la déclaration de copropriété pour voir si ça vous convient. C'est un exemple, vous voulez faire de la location court terme, vous voulez faire du Airbnb. J'ai-tu le droit de le faire? J'ai 3 chiens massifs. J'ai un perroquet, j'ai-tu le droit? Il y a toutes sortes de questions que l'acheteur doit se poser, et ça, c'est dans la déclaration de copropriété. Donc, il faut que l'acheteur fasse ses vérifications de son côté. Mais au-delà de ça, dans quel état est ce bâtiment-là? Si j'achète dans une tour, elle a 25 ans, la toiture coule dessus, je ne le sais pas. Alors, c'est ça l'objectif, c'est de donner l'information. Si tu me permets, Laurent, je veux juste ce que je retiens de ça, puis moi, je trouve ça extrêmement important de m'adresser puis qu'on s'adresse aux gens qui envisagent d'acheter une propriété, c'est que peu importe de qui, c'est-à-dire que le condo en question qui nous intéresse soit en vente par un propriétaire, par un courtier, la vérification diligente, c'est-à-dire la responsabilité incombe à chacune des personnes intéressées à l'acheter, de bien prendre connaissance de ce document-là. 600 pages, oui, ça peut être ardu, ça peut être long, mais est-ce que c'est important de la lire comme il le faut? Je pense que oui. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Il y a beaucoup d'informations dans la déclaration de copropriété, on en a parlé. Au-delà de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, il y a beaucoup d'autres informations par rapport à ne serait-ce qu'à la fraction, à la portion du copropriétaire qui envisage d'acheter dans cet immeuble-là. Mais tu as relevé une petite subtilité, puis je pense que c'est important de préciser pour nos auditeurs. Copropriété divise, c'est de quoi on parle depuis tantôt, mais il y a également de la copropriété indivise, qui est peut-être un peu moins connu du grand public. Je pense que ça vaut la peine peut-être que M. Jolicoeur nous explique les grandes différences, parce que les réformes pour lesquelles on va parler majoritairement aujourd'hui touchent uniquement la copropriété divise. Okay. Mais qu'en est-il de la copropriété indivise? Je pense que M. Jolicoeur, on peut peut-être avoir quelques petites précisions. Oui, peut-être. Puis après ça, je laisserai à M. Gaudreau le soin de rebondir, parce qu'en assurance, on n'assure pas du tout un immeuble indivis comme une copropriété divise. Bon, dans un premier temps, lorsque j'achète un condo, parce que l'expression que les gens utilisent, je vais acheter un condo. Mais qu'est-ce que c'est acheter un condo? C'est forcément acheter un appartement qui va vous appartenir en propre, c'est-à-dire que l'appartement que je suis en train d'acheter, ça m'appartient à 100%. Mais tout ce qui est autour de cet appartement, la toiture, souvent les fenêtres, toutes ces composantes-là, ça, c'est une partie commune. C'est-à-dire que c'est un bien qui appartient à l'ensemble des autres propriétaires que je ne connais pas, parce que je suis en train de mettre les pieds dans un bâtiment et je vais devenir peut-être propriétaire d'une portion de bâtiment avec une centaine de personnes que je n'ai jamais vues de ma vie. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'achète une maison, un duplex avec quelqu'un, je vais essayer de voir si ça me convient, si ça ne me convient pas. Donc, c'est une grande profession de foi. Je suis un condo, là, je me lance dans quelque chose avec des gens que je ne connais pas. Bon. Alors, évidemment, on va distinguer la copropriété divise ou l'appartement, et j'appelle ça, des fois ça choque les gens, j'achète une bulle d'air, c'est un volume d'air. L'appartement, c'est un volume d'air. Puis tout ce qui est périphérique à mon appartement, j'en suis propriétaire individu. J'ai un droit de propriété, mais avec l'ensemble des propriétaires. Une fois, j'ai dit ça dans un journal, qu'acheter un condo, c'était acheter une bulle d'air. J'avais écrit ça dans un journal de l'Île des Sœurs. Les gens n'avaient pas aimé ça, parce que, écoutez, j'ai payé 500 000 pour une explication. Ça coûte cher, ma bulle d'air. Et ça, c'est un type de copropriété dans un cadastre vertical, dans une tour, mais ça se peut que vous ajoutiez une copropriété divise, un condo, dans des maisons de ville. Et là, vous allez apprendre
que la toiture, elle vous appartient. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas commun, c'est privatif. Donc, il y a toutes sortes de copropriétés divises qui existent en verticalité, horizontale, ainsi de suite. Puis dès l'achat, il faut capable, c'est ce qu'un peu Laurence qui est en train de soulever, être capable de faire ce diagnostic-là. Qu'est-ce que je suis en train d'acheter en propre? Ça, c'est le côté mon condo. Il y a la copropriété indivise. Bon, la copropriété indivise, on le voit surtout dans les duplex, dans les plus petits bâtiments. Là, vous achetez une portion du bâtiment, qui est une portion indivise, mais en tant que tel, vous n'avez pas le droit absolu d'aller demeurer dans tel appartement, sauf s'il y a une convention, qu'on appelle une convention d'indivision organisée, qui fait en sorte de dire, écoute, toi, Yves, au 3e, tu vas pouvoir y demeurer. Alors, quand je me couche le soir, je me couche dans un appartement qui appartient à l'ensemble de mes voisins, mais j'ai un droit de jouissance exclusif. Donc, vous voyez que le droit de propriété, il est modulé de façon différente entre l'individu et le divi. Puis l'acheteur, bien, qui est en train d'acheter ça, il faut qu'il soit capable de faire le diagnostic, parce qu'on va le voir un peu plus tard, puis peut-être que je donnerai la parole à M. Gaudreau, à Vincent, c'est que l'assurance, ça ne marche pas du tout de la même façon. Puis il y a des vérifications, on pourra y revenir peut-être plus à fond, à faire sur l'achat. Okay. Donc, divise. L'indivision, c'est principalement, on est copropriétaire avec d'autres, mais c'est une gestion qui est différente des différentes charges et responsabilités. Hein, c'est ça. Ouais. Je pense que vous vouliez, M. Jolicoeur, faire rebondir à Claude. Concernant l'indivision, la division, au niveau de l'assurance, pas juste au niveau de l'assurance, mais au niveau du financement, il y a certains impacts. Donc, quand M. Jolicoeur parle, on n'achète pas simplement un condo. Souvent, on vient faire partie d'une communauté, on rentre dans quelque chose. Mm-hmm. Des fois, les gens vont simplifier en disant « je m'achète un condo », mais derrière ça, il y a beaucoup de choses, il peut y avoir beaucoup de complexité. Donc, c'est important que les gens s'informent, pas juste regarder si la cuisine est belle, si le building est beau, tout ça. Il faut aller un peu plus loin dans l'information qui est demandée et pas juste simplement acheter un condo parce que je le trouve beau, coup de cœur, tout ça. Les gens, il faut qu'il y ait un peu plus loin derrière ça. Parce qu'entre autres, c'est juste, puis c'est une parmi tant d'autres, au niveau de l'assurance, entre un condo individu et un condo divi, il y a des grosses différences. En partant, un condo individu, à peu près 70% moins de choix au niveau des assureurs, parce qu'il y a très peu d'assureurs qui font les condos individuels au Québec. Donc, ça peut avoir un impact au niveau des coûts, ça peut avoir un impact au niveau de la facilité de s'assurer, ça peut avoir beaucoup d'impact. Donc, ça, c'est juste une des facettes. Au niveau du financement, je sais aussi qu'il y a des complexités entre les individus et les divis. Alors, des fois, les gens vont voir un beau condo dans un bas de duplex, ils vont dire « Wow, c'est beau, j'aime ça, c'est un condo. » Ah, mais là, c'est un divi. C'est quoi la déclaration de copropriété? Il y a beaucoup de choses qui vont derrière ça. Je pense que le message important, c'est qu'il faut que les gens s'informent pour savoir dans quoi ils s'embarquent, parce que quand ils achètent un condo, ils s'embarquent dans quelque chose. Si j'achète un condo individu, par exemple, je vais demander au copropriétaire de me fournir au minimum le nom, les coordonnées de la personne qui s'occupe de l'assurance du bâtiment. Je présume que si le bâtiment est déjà assuré, ça facilite la donne. Je souhaite qu'il soit assuré, évidemment. Là. C'est pour ça que je dis là, il faut s'informer. Là. Absolument, parce que des syndicats de copropriété pas assurés ou des condos individuels, des syndicats mal assurés, j'en ai vu souvent dans ma carrière. Okay. Donc, ça peut arriver. Des gens qui vont assurer un individu comme un triplex ordinaire, des gens qui ne l'assureront pas ou des gens qui vont s'assurer individuellement en pensant que c'est correct pour assurer le bâtiment. J'ai déjà tout vu ça. Okay. Donc, c'est important vraiment de demander ces choses-là préalablement à l'achat. Même. Donc, que ce soit pour l'assurabilité ou l'assurance, que ce soit pour les règlements de copropriété, on ne se fie pas uniquement au dire du propriétaire ou du courtier. On fait nos vérifications diligentes, on téléphone à la compagnie d'assurance, on lit la convention de copropriété, on s'assure d'aller chercher l'information nous-mêmes. Oui, mais oui, d'une certaine mesure, parce que, évidemment, aujourd'hui, on échange d'une façon très conviviale, mais la complexité, d'aller chercher l'information qui est à date. Parce que si on vous donne une police d'assurance qui est périmée, peut-être qu'on est sur le mauvais document, on va juste commencer comme ça. Effectivement. Puis, il faut juste comprendre qu'un acheteur n'est pas du tout préparé à faire ces vérifications-là, parce que M. Gaudreau le soulève à juste titre, c'est un geste essentiellement émotif. Le premier coup de cœur, j'ai trouvé l'appartement, surtout la conjoncture qu'on connaît dans l'immobilier où c'est déjà difficile de mettre la main sur un appartement, il y a des enchères de ça va vite. Donc, la raison n'est pas toujours au rendez-vous. Sauf que, en quelque part, c'est votre patrimoine, c'est un investissement colossal. Vous mettez des centaines de milliers de dollars dans un actif, allez-vous faire au moins une petite vérification. Puis souvent, on s'aperçoit que les gens,
viennent nous voir, moi comme avocat, là, je parle de mon chapeau d'avocat, ils disent, écoutez, il nous est arrivé de telle chose, puis on s'aperçoit bien souvent que les vérifications n'ont pas été faites en amont par faute de savoir ou de conviction. Parce que les gens se disent, si je ne mets pas la main dessus, il y en a un autre qui va l'avoir. Ça va vite. Ça va vite. C'est ça. Alors, on essaie de plus en plus, puis c'est l'objectif que Mme Laforêt, ministre responsable de l'habitation, a voulu donner dans ce projet de loi 16. C'est un instant là. L'information doit être communiquée. Puis quand l'information est communiquée, ça permet, puis on en parlera également peut-être dans une autre émission, je ne sais pas trop quoi, mais on a des immeubles qui ont des grandes difficultés financières, qui sont mal entretenus. Dans un marché où les gens sont capables de distinguer un immeuble bien géré d'un immeuble mal géré, vous allez voir qu'un jour, la journée où ça va arriver, les gens vont vouloir mieux s'administrer parce que ça va avoir un impact sur la valeur marchande des condos. C'est intéressant. C'est là que je pense que Laurent peut embarquer la question de la gestion des frais de copropriété. Par exemple, j'entends souvent des gens dire, regarde, j'ai 2 condos qui m'intéressent. Il y en a un qui est un petit peu plus âgé. Les frais de copropriété sont donc bien élevés. L'autre est neuf. Écoute, ça ne me coûte rien, frais de copropriété. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Ben, tu sais, la question qui se pose souvent, c'est je paye 250 $ par mois de frais de condo. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? On ne peut pas le savoir. Un, si on n'a pas comparé. Et deux, si on n'a pas d'informations quant à la gestion de l'immeuble. La fameuse question, quelle est la longueur d'une corde? Tu sais, il faut vérifier un peu plus. Ce qu'on voyait sur le marché, puis encore aujourd'hui, avant la réforme, c'est malheureusement une copropriété qui est bien gérée, qui est bien administrée, qui a un fonds de prévoyance, puis on le définira tantôt, ce fameux fonds de prévoyance-là, un fonds de prévoyance qui est bien garni, va avoir, bien entendu, des charges communes peut-être plus élevées qu'un immeuble qui est mal administré. Et c'est là qu'est la subtilité, c'est que pendant longtemps, étaient favorisés sur le marché de la revente des copropriétés dans lesquelles les frais de condo, les fameux frais de condo, étaient moins élevés parce que la copropriété reste quand même un achat souvent de premiers acheteurs aussi, un achat d'accès à la propriété. Donc, on vise les frais de condo les moins élevés possibles. On le voyait même dans des assemblées générales de copropriété. Or, on aime mieux garder nos frais de condo bas pour faciliter la revente. Avec la réforme, avec les nouvelles obligations qui entreront en vigueur dans les prochaines années, ce qu'on espère, c'est que les copropriétés qui sont bien administrées, dans lesquelles, bien entendu, les charges communes vont être plus élevées, les fonds de prévoyance vont être bien garnis, soient valorisés sur le marché de la revente. Pourquoi? Parce que l'acheteur achète, en quelque sorte, une paix d'esprit. Quand on achète une voiture usagée, on va la faire inspecter, on va faire nos vérifications, puis on va vouloir s'assurer qu'on n'aura pas de problème dans les 6 mois, 1 an, 2 ans avec la voiture, qu'on n'aura pas de réparations majeures à faire qui vont nous coûter de l'argent. Parce que sinon, on va se dire, tant qu'à être, je vais acheter neuf. En copropriété, c'est la même chose. Le fonds de prévoyance permet ça. Permet que, moi, j'achète dans une unité en copropriété, mais je suis capable de savoir que ça va me coûter 300 $ par mois pendant 1 an. Ensuite, il va y avoir une légère augmentation, mais je n'aurai pas de mauvaise surprise ou de cotisation spéciale. C'est là un peu l'objectif de la loi. Puis il y a des gens qui sont plus habilités à bien gérer aussi les copropriétés, puis dans leur ensemble, parce que on a beaucoup de plus petites copropriétés, mettons du moins de 6 logements, où les copropriétaires se votent, se nomment, s'autogèrent, tandis que dans les grandes copropriétés, ben là, on voit où c'est remis dans les mains de gestionnaires. Puis, bon, il y a des frais associés à ces gestions externes. D'où la raison pour laquelle les plus petits copropriétaires, souvent, vont éviter d'aller là. Par contre, ça peut amener son lot de casse-tête. Ça peut aussi amener à des mauvaises gestions, peut-être à des fonds de prévoyance qui ne sont pas assez bien gérés. On fait souvent la distinction au Québec entre ce qu'on appelle l'autogestion, donc comme tu l'as dit, de la gestion bénévole. Dans un immeuble en copropriété de plus petite envergure, on va avoir les administrateurs qui vont être élus par l'ensemble des copropriétaires. Puis des fois, l'ensemble des copropriétaires, c'est les 3 propriétaires du triplex qui font... Ils sont bien heureux de faire ça aussi. Exactement, qui font une assemblée de copropriétaires à l'extérieur quand il fait beau, etc., etc. Et il y a la gestion professionnelle aussi. Donc, c'est le même principe décisionnel où il y a une assemblée de copropriétaires, il y a des administrateurs qui sont élus, mais qui vont mandater un gestionnaire externe pour ce qu'on appellerait la gestion courante, la gestion quotidienne de la copropriété. Il faut comprendre que les administrateurs restent responsables des décisions, mais vont faire exécuter celles-ci par un professionnel externe, souvent une compagnie de gestion. Le parc en copropriété au Québec est majoritairement bâti de petites copropriétés. Donc, 70% du parc, c'est du 2 à 12 unités.
On pense souvent à la copropriété parce qu'on pense au centre-ville de Montréal, des grands immeubles, mais la grande majorité seront des petites copropriétés. Quand même. Donc, ce qui vient faire comprendre un peu la grande importance de l'autogestion et la grande importance de bien informer les copropriétaires parce qu'ils n'auront pas, comme tu le disais, les budgets pour pouvoir engager un professionnel. Donc, peut-être Maître Jolicoeur, puis ensuite, j'aimerais qu'on entende Vincent sur comment on assure une copropriété ou comment un copropriétaire, un futur acquéreur, doit comprendre comment fonctionne l'assurance copropriété. Mais peut-être, Maître Jolicoeur, nous parler un peu des fameux organes décisionnels que je viens de parler, l'élection des administrateurs. Qui décide de quoi en copropriété? C'est important, je pense, que pour un futur acheteur de comprendre c'est qui le boss dans cette copropriété-là puis comment ça fonctionne. En fait, Laurent, merci. Il se pose une question souvent difficile en copropriété. Y a-t-il un capitaine à bord? Moi, je donne toujours l'exemple. Vous partez en avion, dans le sud, en vacances, quand vous pouvez sortir. Puis là, vous êtes super confort. Puis vous imaginez qu'il y a un pilote. Là, à un moment donné, vous levez, puis l'avion vole tout seul. Il n'y a pas de pilote. Bien, la copropriété, ça ressemble à ça. On a beaucoup de copropriétés sans pilote. Des fois, il y en a trop aussi. Ouais, des fois, il y a trop de pilotes. Ou un pilote sans copilote. Oui, mais j'en ai plus dans le déficit de pilote. Tu sais, des gens pensent, oui, mais lui, il va le faire. Non, c'est moi qui vais le faire, etc. Et ça, c'est une réalité qu'on a dans la petite copropriété où on simplifie réellement la charge d'une copropriété. Alors, pour revenir sur le volet purement légal de la chose, effectivement, les copropriétés sont constituées d'une personne morale qu'on appelle un syndicat de copropriétaires, un peu le principe d'une compagnie. Alors, d'un côté, il y a l'assemblée des copropriétaires, ce qu'on appelle dans le jargon des compagnies des assemblées d'actionnaires. Puis, de l'autre côté, on a un conseil d'administration. Bon, le conseil d'administration, c'est formé généralement de copropriétaires qui se sont présentés lors de l'Assemblée générale, souvent par défaut. Parce que quand c'est le temps de trouver des administrateurs, on entend les mouches voler dans la salle. Hein? Qui va vouloir bénévolement s'investir sur le conseil d'administration puis passer des heures, gérer des soucis, se faire des fois traiter par les copropriétaires comme le valet du village. Ah, il y a des papiers sur le terrain, comment ça que c'est pas ramassé? La pauvre madame, le pauvre monsieur, ils font ça bénévolement. Écoutez, il y a quelqu'un qui a lancé un papier. Alors, c'est pas facile de recruter des administrateurs, puis pourtant, ces administrateurs-là, c'est le pouvoir de décision dans une copropriété. Parce que l'organe de décision en copropriété, c'est le conseil d'administration. Le pilote d'une copropriété, c'est le conseil et non pas l'assemblée des copropriétaires, comme bien des gens pensent. Les gens se disent « Ah, écoutez, je suis copropriétaire, puis vous allez voir ça, l'assemblée, je vais avoir mon mot à dire. » Bien, en fait, si on regarde le budget, ils sont juste consultés sur le budget. C'est le conseil d'administration, après la consultation, qui va décider. Alors, vous êtes bien mieux de choisir les bons administrateurs parce que vous n'avez pas un contrôle absolu sur les charges communes. Donc, ça, c'est important. Ce qu'il faut également savoir, c'est que, contrairement malheureusement à ce qu'on a en Ontario, il n'y a aucune obligation de formation pour un conseil d'administration. On peut avoir un excellent médecin sur le conseil d'administration, mais peut-être le plus incompétent possible, parce que lui, il est très bon médecin, mais il n'est absolument pas bon en gestion. Alors, donc, il faut trouver, lorsqu'on élit des administrateurs, un profil de quelqu'un qui a une connaissance. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est notre copropriété québécoise, avec souvent un déficit de savoir sur le conseil d'administration, puis des copropriétaires qui s'attendent qu'il y ait un pilote à bord qui n'est pas toujours au rendez-vous. Je suis un acheteur. Je désire savoir s'il y a un pilote à bord. Je demande à qui, je vérifie quoi? Les procès-verbaux. Les procès-verbaux, c'est réellement la pierre angulaire pour un acheteur. Bon. OK. Ça vous donne la température de l'eau. Est-ce que je vais aller me baigner dans ce lac-là ou pas? Si c'est bouillant, je n'irai pas. Si c'est glacial, je n'irai pas. Je vais essayer de me trouver quelque chose de confortable. Et c'est quoi la température de l'eau? C'est de lire dans un premier temps les assemblées de copropriétaires. Coudon, ils sont tous en train de se tirer des roches à tous les assemblées. Ils sont en train de se chicaner à tous les jours. Ça, c'est de l'eau froide. Hein? Puis de l'eau chaude, ben, c'est qu'il ne se passe rien, puis il n'y a pas de réflexion. Ça, donc, il faut juste trouver une copropriété avec un reflet de procès-verbal de l'Assemblée copropriétaire qui soit de qualité, puis également d'aller voir aussi les procès-verbaux des conseils d'administration. Parce que, malheureusement, bien souvent, puis c'est un peu triste à le dire, il y a des copropriétés sans maître. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas de procès-verbaux, les petites copropriétés, là, pas de réunion de conseil. Ils en font peut-être, prennent un verre de vin puis décident quelque chose, mais ce n'est pas documenté. Alors, on appelle ça des copropriétés qui sont dans des zones de non-droit. Ça marche.
ça vole. Mais comment ça va atterrir, on ne sait pas trop. OK. Martin, on a acheté. On sait dans quelle copropriété on veut aller. On a passé à travers le financement. On s'en va éventuellement chez le notaire. Vincent, comment on assure ça, une copropriété? Parce que j'imagine qu'on est dans un tout autre spectre qu'une maison unifamiliale. C'est clair. En fait, il y a un niveau de complexité beaucoup plus important au niveau de l'assurance de copropriété, parce que c'est sûr que quand vous avez une maison unifamiliale, il y a vous-même, votre assureur, ça arrive quoi que ce soit, vous appelez votre assureur. Ça se règle, il y a 2 intervenants dans la question. C'est sûr que vous avez une copropriété de 15 étages, vous avez un dégât d'eau qui part du 15e, qui descend, vous avez 50 copropriétés touchées, bien, il faut avoir 50 assureurs différents et l'assureur du syndicat de copropriété pour en faire un 51e. Donc, ça fait beaucoup d'intervenants. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de lois qui encadrent le mode d'assurance et de fonctionnement au niveau de l'assurance des syndicats de copropriété pour que tout ça, ça puisse fonctionner, puis que quand on a un dégât d'eau, ça ne se règle pas en 2 ans. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne en règle générale. Évidemment, il existe toujours des litiges, des choses. Je pense justement avec les clarifications qui ont été amenées avec le projet de réforme, ça risque d'en éliminer une bonne partie. Par contre, c'est sûr et certain qu'en ayant différents intervenants comme ça, on augmente les chances de litige ou de problème en cas de réclamation. Mais en règle générale, ça fonctionne assez bien. Ben c'est ça, c'est parce qu'on veut l'imager un peu, parce que j'ai trouvé intéressant, peut-être c'est moi qui s'est fait une image, là, mais je voyais en fait les 50 condos un au-dessus de l'autre, le premier qui reçoit une goutte, et là, ben, on cherche à retrouver la source de la goutte. J'appelle mon assurance, parce que là, je pose cette question-là un peu comme si j'étais un acquéreur ou un futur acquéreur ou même un propriétaire. Ça s'arrête où? Qui fait cette démarche-là? Parce que moi, je veux être assuré, j'appelle mon assureur. J'appelle pas l'assureur du copropriétaire et de l'autre et de l'autre. J'imagine que c'est les assurances qui s'occupent de ça. Je vais partir avec la théorie de comment ça s'assure un syndicat de copropriété. Bon, vous avez tout d'abord l'assurance du syndicat de copropriété, parce que l'entité syndicat de copropriété a une existence juridique. C'est elle qui est propriétaire du bâtiment, donc doit assurer le bâtiment, assure le bâtiment au complet, donc tout ce que vous voyez dans le bâtiment doit l'assurer, jusqu'à l'unité de référence, qui est une nouveauté d'ailleurs avec les nouvelles lois, donc doit assurer, si l'unité de référence qui a été déterminée par le syndicat de copropriété, on comprend les planchers, le comptoir, les éviers, tout ça, le syndicat doit assurer tout ça. Donc, le syndicat doit assurer quand même une portion importante de l'assurance de l'ensemble du bâtiment. Oui, bien c'est ça. Mais juste pour le bien de tout le monde qui nous écoute, la subtilité, puis souvent l'incompréhension des gens, c'est que le syndicat des copropriétaires assure à la fois, bon, bien entendu, tout ce qui est commun, corridor, hall d'entrée, stationnement, mais il assure également les unités privatives. Donc, moi, comme copropriétaire, Vincent me corrigera. Moi, comme copropriétaire, je n'assure pas mon unité privative. J'assure les biens, les meubles et, ce qu'on venait de dire, les améliorations. Puis là, c'est la subtilité parce que les gens nous disent, ben voyons donc, c'est mon unité, c'est à moi de l'assurer, mais ça va plus loin que ça. Puis Vincent, peut-être, peut nous expliquer pourquoi cette nuance-là en copropriété. C'est que le syndicat de copropriété n'assure pas, par exemple, un condo vide. Il assure l'intérieur du condo selon ce qui a été déterminé par l'unité de référence. Donc, si ce qui a été déterminé, c'est au 401, on a des planchers en bois, on a un comptoir en granit, on a une salle de bain, tout ça, c'est au syndicat de copropriété d'assurer ça. Donc, les gens, des fois, ont l'impression qu'ils doivent assurer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte vide, mais ce n'est pas le cas. Donc, le syndicat a quand même une grande responsabilité au niveau de l'assurance de tout ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le législateur a mis la notion d'unité de référence, parce qu'avant, il y avait un peu un flou entre qu'est-ce que le syndicat devait assurer, qu'est-ce que les gens devaient assurer de façon individuelle. Maintenant, en ayant une unité de référence, d'ailleurs, qui est obligatoire d'avoir été complétée depuis le mois de juin passé, les syndicats doivent déterminer qu'est-ce qui est assuré par le syndicat, qu'est-ce qui doit être assuré par les copropriétaires. Une fois que les copropriétaires savent ce que le syndicat assure, eux-mêmes peuvent assurer leurs améliorations locatives. Si, par exemple, dans mon unité, l'unité de référence dit que c'est un plancher en marqueterie, et moi, je désire un plancher en chaîne, bien, la différence entre les deux, c'est moi qui dois l'assurer sous mon propre contrat individuel. Donc, mon contrat individuel va couvrir mes biens, mes tables, mes chaises, mes vêtements, mes ustensiles, tout ça. Oui. Les améliorations locatives qui ne sont pas assurées par le syndicat, tout ce qui va au-dessus de l'unité de référence. Et après ça, on peut couvrir d'autres choses comme des frais de subsistance pour l'hôtel, par exemple, c'est une réclamation. On peut couvrir aussi l'insuffisance d'assurance du syndicat. Il y a une couverture aussi individuellement pour les copropriétaires pour ça. Donc, c'est important. Des fois, les gens, ils font ça vite, ils font ça sur Internet, tout ça, mais c'est important d'avoir des bons montants d'assurance aussi en sachant qu'est-ce que le syndicat assure pour être assuré adéquatement. Donc, on parlait de la couverture d'assurance. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, en fait, pour un acheteur, là, je vous dirais qu'en 2020-2021,
ce qu'on va devoir vérifier, c'est effectivement si les couvertures d'assurance du syndicat sont convenablement prises. Parce que M. Gaudreau l'a expliqué, on a décidé depuis 1994 d'avoir une couverture unique pour le bâtiment, que ce soit le syndicat des propriétaires qui assure les parties communes et les parties privatives, sauf, comme d'ailleurs l'a dit M. Gaudreau, des améliorations. Ça, c'est le principe. Donc, dans mes frais de condo, je paye une partie de la prime d'assurance que le syndicat. Là, aujourd'hui, on est dans une conjoncture où il y a de moins en moins d'assureurs. Il y en avait 11 il y a 10 ans, il en reste que 6. Okay. Dans certaines bâtisses, il en reste 2 qui assurent. Donc, l'offre d'assurance est de moins en moins existante. Donc, les primes d'assurance augmentent de façon colossale. J'ai une dame dans le Vieux-Québec qui m'a appelé hier qui me dit, écoutez, on a rendu que 60 % de notre budget d'opération, c'est les primes d'assurance. 60 % du budget d'opération de primes d'assurance. Alors, parce qu'il reste juste des jardins qui assurent. OK. Alors, donc, on est dans une conjoncture où, pour l'acheteur, c'est de vérifier qu'est-ce que coûtent les primes d'assurance, quel est l'impact sur le budget, c'est quoi la franchise d'assurance, de vérifier aussi, coudonc, ils ont-tu des réclamations à tous les mois dans cette bâtisse-là? C'est quoi l'historique de sinistralité? Parce qu'effectivement, s'il y a plusieurs réclamations, ça se peut, comme je l'ai eu dans mes dossiers, il n'y a plus d'assureurs qui veulent s'en occuper. Vérifiez ça, parce que ça peut être un symptôme de problème de construction important aussi. On se réfère toujours aux procès-verbaux. Bien, procès-verbaux, puis également de voir l'historique, parce qu'il faut aller maintenant voir l'historique de la sinistralité dans les immeubles, parce qu'une fois qu'on a acheté, il est trop tard. Moi, si j'achète dans un condo, puis que le mois prochain, l'assureur, et c'est arrivé, décide de ne pas renouveler, bien, on va devoir aller chez des assureurs spécialisés. Moi, j'ai un cas où les primes d'assurance sont montées de 16 000 à 120 000 d'un seul coup. Ça se pourrait bien que je n'achète pas là. Alors, s'il y a quelque chose, puis il faut vraiment inciter à vérifier comment se comportent les couvertures d'assurance. Il y a des immeubles, ça va bien. Il y a des immeubles, ça va moins bien. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. C'est intéressant, mais tout ça peut susciter aussi des inquiétudes chez les gens qui désirent acheter une copropriété. Là, on parle d'augmentation significative des coûts d'assurance. On parle d'une réduction de l'offre d'assurance. Est-ce qu'on peut craindre que les primes continuent d'augmenter? Dans le fond, que les copropriétaires soient pris en otage par ces compagnies d'assurance. Bien, en fait, ça va être à voir, je pense. On va voir, parce qu'évidemment, le réchauffement climatique met beaucoup de pression sur les compagnies d'assurance partout dans le monde. Donc, il y a de plus en plus de réclamations. 2018 était une année difficile. 2019 aussi était une année difficile pour les compagnies d'assurance. Il y a beaucoup de choses. Puis ça, c'est pas juste une dynamique Québec. C'est partout dans le monde, même à l'extérieur du Québec, là, dans le reste du Canada. Ils ont aussi des difficultés au niveau de l'assurance des syndicats de copropriété. C'est quelque chose qu'on voit quand même un peu partout. Les compagnies d'assurance sont sous pression. Il y a beaucoup d'événements climatiques. Vous le voyez, il fait chaud, il fait froid, il gèle, il pleut, il fait froid. Donc, vraiment, ça met beaucoup de pression sur les bâtiments. Puis en fait, je pense que c'est un conseil qui va en général, même pour les gens qui achètent des maisons, on ne peut plus maintenant prendre l'assurance pour acquis. Dans le sens où avant, on achetait une maison, les questions d'assurance, ce n'est pas quelque chose qui vous préoccupait, ou on achetait un condo, ce n'est pas quelque chose qui devait vous préoccuper. Mais aujourd'hui, vous achetez une maison dans un endroit qui a été inondé en 2017 ou en 2019, ça se peut que vous ne trouviez plus jamais de couverture d'assurance pour les dégâts d'eau. Parce que les assureurs voient ça et disent, bien, à cet endroit-là, cette maison-là, c'est plus possible. Donc, évidemment, mais c'est des questions maintenant qu'on doit se poser. Est-ce que je suis en zone inondable? Est-ce que je suis loin d'une zone inondable? Est-ce que l'assurance est disponible pour moi? C'est la même chose avec un syndicat de copropriété. J'ai vu récemment un syndicat de copropriété qui est dans une zone inondable. C'est excessivement difficile maintenant pour ce syndicat-là de se trouver des couvertures intéressantes à des prix aussi qui sont bas. Okay. Donc, c'est des choses que maintenant les acheteurs doivent garder à l'esprit. C'est quoi la résilience du bâtiment? Est-ce que ils doivent garder les questions d'assurance plus près qu'avant? Oui. Fait que c'est de prévoir, donc, dans notre budget d'acquisition, qu'il y ait possibilité que certains frais augmentent mais c'est quand même de façon importante. On va aller peut-être à une expression, c'est de gérer son risque en achat. Ça va peut-être résumer. Moi, je veux acheter un bien. J'achète une voiture, elle est usagée. Bien, je vais évaluer, je vais le faire évaluer, je vais aller au garage, je vais évaluer un peu tout ça. Bien, acheter un immeuble qui vaut peut-être 10 millions de dollars, c'est plus compliqué à évaluer le risque. Puis tout ça, il y a une démarche
de vérification des procès-verbaux, d'interpeller le conseil d'administration. On a eu une nouvelle disposition, que l'article 1068.2 dans le Code civil du Québec, qui permet à un acheteur de demander au syndicat de l'information utile sur la copropriété. Mais pour un acheteur, quelle est cette information utile? C'est tout ça qui doit être pris en compte. Donc, ce n'est pas juste de lire sa déclaration de copropriété pour voir si ça fonctionne, c'est d'évaluer également le risque en assurance, le risque des grands travaux sur le bâtiment, le risque de dire, écoutez, est-ce qu'on a-tu assez d'argent dans le fonds de prévoyance? Là, maintenant, on parle d'un fonds d'auto-assurance. Là, ça a l'air qu'il faut mettre de l'argent dans un fonds pour couvrir la franchise. Bon, que ça a l'air, ça s'en vient, ça. Tout ça, c'est de la pression économique qui ne vient pas de changement de loi, qui vient d'un parc immobilier qui est vieillissant, dont on n'a pas donné beaucoup d'amour bien souvent. On a dit, bien ça se tient tout seul, pas besoin d'investir là-dedans. Ça vient également d'un marché des assurances qui est moins bon. Ça vient également de gens qui n'ont pas toujours le savoir-faire pour évaluer les travaux, c'est-à-dire est-ce que je vais réparer quand ça coule ou je vais réparer avant que ça coule? Bon, c'est tout ça là, qui est en cause. Fait que je vois deux choses là-dedans. Peut-être que, Pierre, je vais te poser une question ensuite. Première des choses, une des modifications à cette loi-là, c'est de permettre aux acheteurs d'avoir accès à l'information auprès des syndicats, parce que c'était pas possible. En fait, les acheteurs qui posaient la question se faisaient dire, bien, c'était plus difficile. C'était plus difficile. Et bien sûr, ça va aussi forcer les syndicats, donc les gens qui sont en charge de la gestion de la copropriété, d'avoir accès à l'information, de la colliger pour que ce soit facilement aussi, que ce soit digeste aussi pour les gens qui la consultent. Absolument. Ouais. Et ce que ça amène, puis Medjolica parlait de fonds d'auto-assurance, mais définissons le fonds de prévoyance. Medjolica va avoir une définition juridique du terme, mais au-delà de ça, c'est un fonds qui permet, dans le fond, de faire les travaux majeurs au cours des 25 prochaines années, souvent. Maintenant, ce que les syndicats auront l'obligation de faire dans quelques années, c'est une étude du fonds de prévoyance qui, dans le fond, est une étude économique de l'état du bâtiment et des travaux à venir et d'essayer d'évaluer combien ça va coûter. Tout ça pourquoi, Martin? Tout ça pour assurer une certaine équité intergénérationnelle entre les différents copropriétaires. Ouais. Je vis dans cette copropriété-là pendant 10 ans. J'ai contribué pendant 10 ans. La personne qui va acheter mon unité, qui va être là 5 ans, va contribuer pendant 5 ans. Elle n'a pas à payer, malheureusement, le manque d'investissement des 10 dernières années. Et c'est ce qu'on voyait beaucoup dans le marché de la copropriété dans le passé. C'est on voyait après 10 ans, bon là, il commence à avoir des travaux à faire. Et éventuellement, il va y avoir de la passer d'argent dans le fond, des frais extraordinaires. On appelle ça des cotisations spéciales. Et là, ça doit sortir de la poche des acheteurs, des propriétaires directement. Et certains là-dedans sont des premiers acheteurs qui sont partis au crédit tout juste, avec une mise de fonds minimum. Et là, on leur dit, vous avez une cotisation spéciale de X centaines de dollars, X milliers de dollars, puis en plus, on vient doubler les frais de condo pour une période de X années pour pouvoir contribuer. Ça amenait beaucoup de difficultés financières, beaucoup de pression sur certains copropriétaires. Donc, quand on disait tantôt, l'idée de ça, c'est de venir aplanir un peu l'investissement dans la copropriété pour que personne ne soit pris à la gorge, puis surtout que les gens aient les coups des franges quand ils achètent dans cette copropriété-là. Ça coûte X, ça va me coûter X plus l'indice des coûts de la construction d'année en année. On a entendu beaucoup de gens qui sont venus dire, oui, mais cette loi nouvelle va faire augmenter les frais de condo. On était mieux avant que ça arrive. Il y a cette démagogie qui circule. Ben non, ça aurait coûté plus cher, mais encore beaucoup plus cher parce que c'est reconnu que plus tu retardes l'exécution des travaux, plus il en coûte cher. Pour $1 investi en amont, tu en sauves 4 en aval. C'est ça qui est le principe. Là, les gens ont toujours tendance à dire, en amont, je ne serai plus propriétaire. C'est ce qu'un peu Laurent, tu soulevais. Les gens appellent en avant la dette. Mais les gens se sauvent de ces immeubles-là. Pourquoi? Puis, là, vous savez aussi, on a une réalité là, sur le terrain, c'est le vieillissement de la population. Des fois, on demande à des gens qui ont 80 ans dans une copropriété de mettre de l'argent dans un fonds de prévoyance pour une dépense qui va se faire dans 30 ans. Leur compréhension n'est pas... Là, ils vont dire, vous savez-vous, en 30 ans, je peux avoir je suis en bonne santé, mais ça se pourrait que je ne sois pas là. Les gens ont une vision du quotidien et non pas d'une vision patrimoniale. Il n'y a pas encore une vision au Québec de dire cet immeuble-là, il appartient à notre société. J'érige un bâtiment, il va rester, un peu comme un château devrait rester. On doit le propulser. C'est pas là. Tranquillement, on le voit très bien au niveau du RGCQ, ce changement de mentalité. On voit que les gens disent
Bien, c'est un bâtiment collectif. On va investir, on va y donner les soins requis. Puis d'ailleurs, c'était la mission du RGCQ, hein, l'éducation qu'on a faite depuis plus de 20 ans dans ce RGCQ-là. C'est d'éduquer les gens à investir sur leur immeuble. Puis on est dans un régime, il ne faut pas se le cacher en termes juridiques, un peu socialiste. Notre affaire, notre copropriété, c'est très socialiste. Pourquoi c'est socialiste? Bien, c'est parce qu'on force les gens à épargner. C'était bien épouvantable. Vous forcez des gens à mettre de l'argent de côté pour une dépense qu'ils ne verront peut-être pas se faire réaliser. Donc, ça, d'amener les gens là, c'est une éducation populaire et qui est en train de se faire là, présentement. En bon père de famille, c'est important de le faire. Quand on est propriétaire d'une unité résidentielle individuelle, on a aussi cette obligation envers nous-mêmes de mettre de l'argent de côté pour faire face aux imprévisions puis aux prévisions dans les copropriétés. Mais on est plusieurs responsables de ces travaux à venir. C'est important de voir plus loin que notre réalité actuelle. Ouais, Martin, tu le dis bien, puis je pense là-dessus, il n'y a personne qui est contre la vertu, mais mon bungalow, je ne cotiserai pas 100 $ dans un petit compte d'épargne à part par mois en prévision de devoir changer sa toiture dans 20 ans. En copropriété, on a l'obligation collective de le faire pour que cette dette qu'on voit en ce moment, ou cet écart-là de fonds de prévoyance se transforme en investissement. Et là, il ne faut pas penser que ce fonds-là, c'est un compte épargne qu'on laisse là. Non, ça risque d'être dans certaines copropriétés un compte épargne qui va générer de l'intérêt, qui va pouvoir également essayer de compenser l'augmentation des coûts de matériaux à travers le temps. Et je pense que c'est là que la nuance est importante. Comme Maître Jolicoeur l'a dit, $1 qu'on investit aujourd'hui correspond à 4 $ dans le futur. Et c'est là que je pense que lorsqu'on parle d'achat, il faut valoriser l'épargne collective. Il faut que l'acheteur, puis c'est le cas là ce qu'il va acheter, ils ont 100 000 $ dans le fonds de prévoyance. C'est beaucoup d'argent, mais c'est peut-être peu d'argent parce qu'ils ont 500 000 $ de travaux, alors qu'ils peuvent avoir 5 000 $ dans le fonds de prévoyance. Et c'est trop parce qu'ils viennent de mettre à niveau tout le bâtiment. Et c'est la raison pour laquelle la ministre Laforêt parlait d'études de fonds de prévoyance. L'importance de ces études de fonds de prévoyance, c'est lorsqu'elles vont devenir obligatoires. Moi, comme acheteur, je vais avoir le bon thermomètre. Je vais dire, il y a 5 000, c'est suffisant. J'ai 100 000, c'est insuffisant. Puis si, dans un fonds de prévoyance, il faut en mettre 500 000, je veux dire, là, il en manque 400. Ça se peut que j'ai une cotisation spéciale. Ça se peut que je n'offre pas le même prix, que je dis, écoute, moi, vendeur, là, il manque 400 000 $. Ça. Puis ma cote-part dans cet immeuble-là, c'est 10 %. Je vais te donner 40 000 $ de moins, mais je pense que je vais t'en donner moins. Je vais t'en donner 60 000 parce que je prends un risque. Je ne sais pas si mes voisins auront les moyens de combler. Parce qu'on ne les connaît pas, ces voisins. On ne sait pas le bilan financier de ces gens-là. Je t'en prie, c'est parce que... Oui. En fait, tout ça aussi dans le but de préserver le patrimoine bâti, parce qu'on a vu en Europe des syndicats de copropriété, puis on ne veut pas tomber dans les trucs apocalyptiques, mais il y a des syndicats de copropriété qui ont fait fête en Europe. Puis je peux vous dire qu'au Québec, on commençait de plus en plus à avoir des immeubles qui partaient à dérive, qui manquaient clairement d'entretien, où là, souvent, l'assurance est un symptôme, dans le sens où il y avait beaucoup de réclamations qui s'accumulaient, plus de difficultés à s'assurer. Les assureurs inspectaient ces bâtiments-là, ils disaient « Moi, j'ai pas le goût d'assurer ça. » On voyait des syndicats qui avaient de plus en plus de difficultés à s'assurer, ou même que c'était pas possible. Oui, là qu'il y a dû avoir des travaux majeurs qui, ultimement, ont donné des cotisations spéciales à beaucoup de copropriétaires. Fait qu'on voit ça de plus en plus. Puis je pense que c'est une bonne chose que cette réforme-là arrive pour ramener de l'équité puis préserver le patrimoine, qu'on évite justement des immeubles comme ça qui partent à dérive. Mais ça, moi, je trouve ça super intéressant. C'est important non seulement d'en parler, d'en débattre puis d'informer les gens, mais là, en prenant un certain recul en tant qu'auditeur, j'écoute ça et je me dis, moi, c'est inquiétant. Mais moi, si je veux de l'information concernant la saine gestion de cette copropriété-là, c'est bien beau, je vais obtenir ces documents-là, mais pour les interpréter, pour être capable de dire, moi, je détiens 10 % des quotes-parts, il y a tant dans le fonds de prévoyance, comment est-ce que moi, je peux m'assurer, néophyte, qu'il y a effectivement bonne gestion de ces fonds-là pour les travaux à venir? Je pense que tout d'abord, ça passe par de la sensibilisation puis de l'information publique. Mais Jolicoeur l'a dit, c'est le rôle un peu du regroupement depuis près de 20 ans, ou plus de 20 ans, je m'en excuse. Il y a d'autres organisations. Il y a condolégal.com également, qui est un site de vulgarisation juridique du droit de la copropriété. Donc, il y a de l'information sur le marché. Ça ne sera jamais de l'information précise où on ne viendra pas évaluer, analyser ce dossier. Analyser ça.
il y a une réalité qui est certaine. Si j'ai une étude de fonds de prévoyance qui dit le syndicat doit contribuer à la hauteur de 100 000 $ par année dans le fonds de prévoyance et qui contribue à la hauteur de 20 000 $ dans le fonds de prévoyance, mais il va avoir un manque à gagner. Si ces deux chiffres-là correspondent, on peut s'attendre à ce que le syndicat contribue suffisamment pour pouvoir faire face aux travaux à venir dans l'avenir. Donc, on ne l'a pas mentionné encore, mais la copropriété a eu 50 ans en 2019. Donc, elle est née du Code civil en 1969. Elle a été réformée la première fois en 1994 et, tout dernièrement, par le projet de loi 16 qui a été adopté en décembre 2019, en vigueur en janvier 2020. La copropriété a beaucoup changé. Major League, vous l'avez vu changer dans les dernières années également. Les copropriétaires sont de plus en plus sensibles à ça. On en parle beaucoup plus. C'est devenu... On ne peut pas l'écarter du paysage urbain non plus. Donc, les gens sont plus à l'écoute, sont plus conscients des choses à vérifier. Et moi, j'ai confiance, puis je le vois depuis quelques années au regroupement, où il y a une plus grande transparence, mais également, les gens disent... Je sais quoi acheter, je sais quoi pas acheter, qu'est-ce que je veux vérifier, ils le savent. Donc, je pense qu'on peut et on doit laisser ce projet de loi-là prendre son air d'aller et voir quel impact il aura eu sur le marché de la revente, quel impact il aura eu sur le marché global aussi. Je ne sais pas si Major League, vous avez quelque chose à dire. Moi, je pense que c'est tout à fait pertinent, Laurent, ce que tu apportes. Puis, il faut quand même comprendre, là, on a parlé des côtés un peu négatifs de la chose. Il y a des problèmes à gauche, à droite, puis ainsi de suite. Puis ça a l'air d'un champ de mine. Je vais à droite, je vais sauter. À gauche, c'est encore pire. Non, mettons ça de côté parce que les statistiques le prouvent. La copropriété, en termes de valeur marchande, s'est appréciée de façon colossale. Je vous dirais que c'est peut-être de meilleurs rendements que la bourse dans certains cas. Donc, on va regarder le côté positif. C'est un logement qui va être de plus en plus demandé. L'État a également passé un cadre législatif qui interdit maintenant l'étalement urbain avec des maisons. Donc, on est en train de densifier toutes les couronnes nord, les couronnes sud. À Montréal, à côté des gares du REM, s'érigent des tours de condos. Donc, c'est un phénomène qui est bien en place, qui va continuer dans le temps. Plus les acheteurs vont être informés, plus ils vont questionner. Je pense que la meilleure loi en matière de côté, ça s'appelle la loi du marché. La loi du marché, c'est de dire je paye le juste prix en fonction d'un actif qui est en bon ou mauvais état. Quand les gens vont réaliser que d'avoir un actif en bon état, c'est payant. On ne se battra pas au portillon pour savoir si on met de l'argent de fonds de prévoyance, si on fait venir l'architecte pour faire inspecter la toiture avant de faire les travaux. Là, actuellement, dans le marché, c'était longtemps. On refait la toiture, on va faire venir un couvreur. Le couvreur vient faire les travaux, puis ça coule le printemps prochain parce qu'il n'est pas indépendant. Quand il y a une culture qui est en train de s'établir au Québec, la copropriété, elle va continuer à s'apprécier. Ça va rester, je pense, un bon investissement. Je veux quand même le dire sur une note positive, ça va être un bon investissement, mais il faut que les acheteurs soient critiques. S'ils ne sont pas capables d'apprécier tout ça, il faut qu'ils se fassent accompagner. On a besoin d'accompagnement là-dessus, c'est ça qui va être là. Je présume qu'on peut aller chercher de l'information aussi au RGCQ. Absolument, absolument. Puis l'objectif du regroupement, comme on l'a dit tantôt, c'est d'informer les syndicats de copropriétaires, mais également les copropriétaires sur une base individuelle. Mais prenons pour acquis qu'un copropriétaire, avant son achat, qu'il soit sensible à ça, qu'il soit bien informé, qu'il ait eu les coups des franges quand il a fait sa fameuse vérification diligente. Prenons pour acquis qu'il va devenir un meilleur copropriétaire dans cet espace collectif-là. Et le syndicat de copropriété qui a fait les mêmes recherches, qui est une administration qui est saine, qui est informée, que ce soit par le biais du regroupement ou par d'autres informations, va être un meilleur conseil d'administration, un meilleur syndicat de copropriété aussi. Donc, l'objectif là-dedans, c'est que les attentes soient au même niveau des deux côtés. Puis je pense que c'est un peu ce qu'on dit, la copropriété, son visage a beaucoup changé dans les dernières années. Fut un temps où on voyait beaucoup plus des copropriétés du centre-ville, des grandes copropriétés. De plus en plus, on voit de tout. On va voir des jeunes familles dans des copropriétés, on va voir des jeunes couples, on va voir des personnes retraitées. Donc, c'est important que toute cette collectivité-là fonctionne bien ensemble. Tantôt, on parlait d'histoires un peu plus dramatiques. Oui, il y en a, mais il y a des belles histoires en copropriété aussi. Moi, je vis dans une copropriété dans laquelle il y a des corvées communes, on a des potagers, on a des trucs, puis il y a une belle collectivité de copropriétaires dans laquelle on est capable, à travers les années, d'augmenter les charges communes de façon, je dirais pas non significative, mais de façon progressive. Et il y a une étude du fonds de prévoyance, il y a un fonds de prévoyance qui est garni au bon niveau. Tout se passe relativement bien.
Et là, je parle pas d'une copropriété de luxe, là. Je parle juste d'une copropriété standard. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que les gens se disent, moi, quand j'achète en copropriété, je veux la paix d'esprit. Et ça vient des fois avec une facture, c'est clair, mais ça vient avec la paix d'esprit. Donc, ce qu'on doit faire, c'est arrêter de penser que la copropriété, c'est une vie à l'hôtel. Tu sais, souvent, on disait, bon, moi, j'achète dans un condo, je veux rien faire, puis je m'occupe pas de ça. Il y a ce côté-là, hein, je pense qu'on le voit. Mais le vivre ensemble, le vivre ensemble avec... est important, puis encore faut-il investir dans son immeuble. On n'investit pas dans sa chambre d'hôtel, mais on investit dans une unité en copropriété, dans ça. Moi, je trouve que c'est un beau mot de la fin pour ça. Si vous permettez, moi, je pourrais peut-être même en profiter pour m'assurer que les gens qui nous écoutent sachent où nous trouver individuellement, c'est-à-dire chacun dans nos domaines respectifs. Cher Laurent Emery. Absolument. Mais écoutez, de façon simple, www.rgcq.org. Sinon, sur Google, Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Donc, vous allez nous trouver sans problème. Il y a une mine d'informations qui est là, tant pour les syndicats de copropriété, les copropriétaires, les gestionnaires. Si vous cherchez même des fournisseurs de services, vous voulez faire des travaux dans une copropriété ou vous êtes administrateur d'une copropriété, vous allez avoir toute l'information. Super intéressant. Vincent Gaudreau, on parlait d'assurance. Oui. On a un besoin d'assurance. Vous pouvez me trouver sur la liste des fournisseurs agréés du RGCQ, notamment. Donc, vous pouvez aussi me trouver sur gaudreauassurance.com. Nous, on fait de l'assurance pour les syndicats de copropriété, aussi pour les copropriétaires individuellement, les particuliers, tout ça. Donc, puis on se spécialise évidemment là, de tout ce qui est relatif là, à la copropriété. Donc, merci d'avoir été là. Monsieur Jolicoeur. Écoutez, Jolicoeur du cabinet Terrien Couture Jolicoeur, on était un cabinet avec des bureaux à Québec, Saint-Hyacinthe, on est réellement sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord. Évidemment, il y a le site condolégal.com qui est un site qui existe depuis 1999 avec des vidéos accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et d'ailleurs, les gens peuvent nous poser des questions sur le site condolégal.com. Un site de référence quand on cherche de l'information juridique en lien avec la copropriété. Monsieur Jolicoeur, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous. Si vous désirez en savoir davantage sur nos experts, je vous invite à aller sur districthabitat.ca. Vous allez pouvoir également découvrir qui seront nos exposants au salon Terrebonne et Brossard. Vous allez pouvoir le faire en fait en allant visiter les districts professionnels et promoteurs, condos maisons-neuves ou bien encore les mini-maisons, chalets et préfab. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à notre page Facebook. Et puis, si vous désirez également revoir toutes les émissions Districtement Habitat, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, on est heureux de vous offrir la possibilité de gagner un bon d'achat applicable sur des électroménagers de marque Général Electric. Et ça, c'est dans le cadre de notre grand concours Districtement Habitat en collaboration avec Visite Libre. En fait, pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site districthabitat.ca pour remplir le bon de participation et on va faire tirer les gagnants la semaine prochaine. Donc, d'ici là, bonne chance à tous! Reaching out